le monde, bienvenue à un autre épisode de Brains Need Fuel, un espace où on a des conversations enrichissantes qui vont vous permettre d'alimenter votre esprit et de connecter votre passion avec votre carrière. Aujourd'hui, j'ai vraiment un invité d'honneur. On va avoir différentes conversations allant de c'est quoi la psychiatrie, la représentation des Noirs en médecine. On va aussi toucher sur la foi et comment ça l'a aidé justement à arriver à étudier en médecine lorsque toutes les portes étaient fermées. Alors, sans plus tarder, commençons. Aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer durant les 2 dernières années et on a grandi au niveau de notre amitié. Cet épisode-là va vraiment être quelque chose d'incroyable. Alors, sans plus tarder, je vous présente Dr. Valérie Driss Tchomba. Salut David, ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Sincèrement, j'ai vu ton podcast dans les derniers mois. Je me suis dit, c'est quand ça va reprendre. Et je suis content d'être le premier invité maintenant pour le retour de Brains Need Fuel. J'espère que là, c'est pour de long run. Bien sûr, bien sûr. Pour de vrai, j'aimerais commencer. Ma première question, ça serait un peu, c'est quoi qui t'a poussé à prendre ce parcours académique-là, de vouloir aller en médecine et plus en particulier vers la psychiatrie? OK. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Ça, comme David l'a dit rapidement, moi, je suis un médecin résident spécialisé en psychiatrie. Donc, en ce moment, j'ai fini mon doctorat en médecine. Là, je fais mes études postdoctorales pour devenir psychiatre. Et honnêtement, mon parcours n'a pas été linéaire. Puis, je suis content qu'on parle de ça durant le Black History Month parce que qu'est-ce que j'ai compris, c'est que quand tu as cette couleur de peau, il y a différents défis qui viennent avec cette couleur de peau, tu vois. Puis, qu'est-ce qui m'a beaucoup surpris quand j'ai fini par rentrer en médecine? Parce que je savais que depuis que j'étais jeune, mes parents me disaient toujours, faut travailler 3 fois, 4 fois plus que les autres quand t'es noir. Faut que tu donnes ton 250%, sinon tu t'en sors pas. Donc bref, j'ai eu beaucoup de péripéties. Et quand j'ai fini par arriver en médecine, qu'est-ce qui m'a le plus surpris? C'est à quel point quand je regardais à gauche et à droite, je ne voyais pas, tu vois. Je voyais pas de médecins noirs. Je voyais pas de gens qui me ressemblaient. Même, dis-toi, durant tout mon doctorat, j'ai travaillé peut-être avec seulement 3 médecins noirs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que depuis qu'on est jeune, on nous dit de travailler plus fort. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je sais que c'est pas l'effort qui manque parce que je sais qu'on le met. Mais c'est là où j'ai compris qu'il manque beaucoup de représentativité en médecine et qu'il manque beaucoup de soutien. C'est pour ça que depuis que je suis rentré en médecine, je me suis dit j'allais aider les autres à pouvoir être cette main-là qui puisse aider d'autres personnes à rentrer dans le domaine. Puis juste faire ce podcast-là, je pense que c'est déjà un premier pas qui va nous permettre de raise awareness puis de permettre à d'autres personnes noires notamment d'entrer dans ce genre de domaine. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Comme, est-ce que tu avais vraiment déjà comme cette perception-là, comme même avant que tu entreprends tes études en médecine, de savoir qu'il n'y a pas beaucoup de noirs ou c'est quelque chose qui t'a frappé une fois que tu as commencé tes études à voir que, oh, il n'y a personne qui me ressemble, comme tu as dit? Mais c'est ça, comme je te dis, juste pour même revenir sur ta question de comment moi ça s'est passé, c'est qu'en fait, moi quand j'étais jeune, j'ai jamais... Je sais que dans nos communautés, on entend souvent devenez médecin, mais on dirait que c'est devenu même une phrase qu'on dit un peu comme ça, quoi. Tu comprends? Une phrase, c'est un beau métier, devenez. Mais à cause que j'avais pas vu d'exemple, j'arrivais pas à me projeter dans ce métier-là. Quand moi j'étais jeune, en fait, moi je voulais devenir ingénieur. Pourquoi? Parce que notamment mon père est ingénieur, mon frère est ingénieur. Moi je suis Camerounais, il y a beaucoup de Camerounais qui sont ingénieurs. On a comme rempli Polytechnique de Montréal, tu vois. Puis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, c'était un peu ça mon but. Même au secondaire, j'avais des notes correctes, quoi. Mais quand je suis rentré au cégep, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu ce qu'on appelle la commission Charbonneau, puis il y avait eu beaucoup de problèmes dans le domaine de l'ingénierie au moment où j'ai mis les pieds au cégep, tu vois. Donc là, durant cette période-là, mon père avait perdu son emploi. Et dis-toi que mon père, c'était la principale personne qui pourvoyait dans la famille à ce moment-là, tu vois. Cela, déjà, c'était un gros choc, non seulement pour moi, mais pour mes sœurs aussi. Et en même temps, j'ai eu un proche qui est tombé malade. J'ai un proche qui a notamment une maladie bipolaire. Donc, en grandissant, j'ai vu des psychoses, j'ai vu des manies, j'ai vu des dépressions. Je pense que c'est ça un peu aussi qui m'a intéressé vers la psychiatrie, juste ce vécu-là, quoi. Wow. Non, c'est vraiment intéressant. Et j'ai aimé le fait aussi, tu as touché que, justement, tu viens d'une famille africaine, tout comme moi, je suis congolais. Et je sais que souvent, au niveau des parents, ils ont des grosses attentes à notre niveau par rapport aux études. Comme tu as dit, ils veulent souvent qu'on soit ingénieur, soit tu deviens avocat ou soit tu deviens médecin. Alors, ma question pour toi, est-ce que tu as déjà senti justement cette pression-là de pas vouloir décevoir tes parents? Et est-ce que ça a été genre une pression? Et comment tu as pu justement handle ces challenges-là au niveau de tes études? Mais c'est ça. Comme ce que je disais, en fait, c'est que quand mon père avait perdu son emploi, moi, je me suis dit... C'était pas vraiment, en fait, une pression. C'était plus... j'ai envie de faire quelque chose qui va permettre à non seulement moi, mais à ma famille d'être bien pendant des générations, tu vois. Même ce qu'on a vu durant la pandémie, il y a eu beaucoup d'emplois qui ont
que finalement, à cause de la pandémie, ils ont été perdus. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des business qui ont fermé. Mais un des métiers qui n'a jamais arrêté, c'est la médecine. Ouais. Tu vois un peu. Puis quand j'étais au cégep, quand tout ça s'est passé, je me suis dit, je ne sais pas nécessairement ce que je veux faire dans la vie, mais en ce moment, avec ce que je vois avec l'ingénierie, c'est peut-être mon opportunité maintenant au cégep de donner mon 250% pour pouvoir m'ouvrir plus de portes vers d'autres métiers qui m'auraient peut-être jamais traversé l'esprit, quoi. Parce qu'en fait, je te l'ai pas dit, mais moi, j'ai grandi à Hochelaga Maisonneuve, qui est un des quartiers les plus défavorisés de Montréal. Donc même les visions, les rêves, c'est difficile à avoir quand il y a personne qui te montre un peu cet endroit-là, quoi. Et au moins, avant que mon père perde son emploi, il nous a quand même inscrit à une école privée, moi et ma sœur. Il trouvait ça très important qu'on ait une bonne éducation. Et l'avantage que j'ai eu à cette école privée-là, c'est que dans les écoles privées, il y a beaucoup de personnes que, soit ils ont un parent médecin, un oncle médecin, une tante médecin. Donc, il y a beaucoup de personnes qui visaient ce genre de domaine. Ça t'a permis de voir que c'était possible. Ça m'a permis de voir que c'est possible, justement. Mais même jusque-là, malgré que j'entendais beaucoup ça autour de moi dans cette école-là, j'avais de la difficulté quand même à me projeter. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'étais à ma dernière année, quand j'allais appliquer, quand je voulais appliquer en ingénierie, j'avais un ami qui s'appelle Hadi. En tout cas, si tu m'écoutes, shout out. Il m'a dit, Driss, t'as 33,5 de cote. Applique en médecine. Et honnêtement, j'avais une très bonne cotère, mais c'était la première personne qui me disait d'appliquer dans ce domaine-là. Dis-toi, les conseils d'orientation m'ont jamais parlé de la médecine. C'est pour ça que je te parle des barrières que ta couleur de peau peut te donner. Parce que veux pas, si quelqu'un n'a jamais vu de noir dans ce domaine-là, tu peux avoir des bonnes notes, mais si la personne ne t'imagine pas dans ce domaine, il va peut-être pas t'encourager dans ce domaine. Mais qu'est-ce que j'ai aimé de cette personne-là, Hadi, c'est qu'il a pu me voir au-delà de ma couleur, tu vois. Il a pu voir mon potentiel, puis il m'a dit applique. Et c'est à ce moment-là que j'étais comme quoi, moi je peux rentrer dans ce domaine-là? Il m'a dit ben oui, t'as les notes et tout. Je suis parti voir les universités, puis j'ai parlé avec eux, j'ai dit bon, voici, moi j'ai 33,5 de code. Est-ce que vous pensez que je peux rentrer en médecine aussi? Et c'est là où la personne qui s'occupait un peu des admissions m'a dit ben oui, c'est sûr, vas-y, applique et tout, on va te prendre en entrevue. Là, je me suis dit ok, c'est fou à quel point les barrières qu'on peut nous-mêmes se mettre peuvent bloquer notre appel sur notre vie, tu vois. C'est fou. Parce qu'en fait, j'aurais pu ne jamais rentrer en médecine, mais pas parce que je ne pouvais pas le faire, mais à cause que moi-même, je me serais limité à cause de ce que je pense que moi, ce que je pense qui est en fait mon plafond, tu vois un peu. Donc en fait, quand ça s'est passé, je me suis dit, bon, c'est bon. Au cégep, j'avais tout donné. Comme je te dis, moi, j'allais aux récupérations. Quand le prof donnait 10 exercices, moi, j'en faisais 20. Alors que les gens, exemple, dès que j'étais rentré au cégep, j'étais rentré, je pense, en classe de maths. Puis il y avait des gens qui étaient comme, oh, un autre gars qui me ressemble, un autre noir comme moi, vas-y, viens dans le fond, on va blaguer. Moi, j'allais dans le fond, je riais un peu avec eux, mais eux, ils savaient pas que moi, j'étudiais chez moi, tu vois. J'étudiais, je donnais tout ce que je pouvais. Finalement, j'avais des très bonnes notes. Puis à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai fini par appliquer, parce que je pensais que j'avais fait tout ce qu'il fallait, à ma plus grande surprise, j'ai eu 2 refus sur 4 dans les universités pour rentrer en médecine. Et honnêtement, ça m'a vraiment frappé. Pour le reste, ça m'a vraiment frappé parce que je me suis dit, écoute, j'ai tout donné. Quelqu'un m'a dit que je pouvais le faire. Les universités m'ont dit que je pouvais rentrer. Puis finalement, on me refuse. On te refuse. Et tu vois, quand tu crois que you're self-made, que tu crois que comme you got it all figured out, que tu crois que it's all on you. C'est comme si parfois la vie te donne une claque. Tu vois. Et c'est ça qui s'était passé à ce moment-là. Et à travers tout ça, il y a quelque chose que je suis obligé de te dire à travers mon histoire, c'est que il y a une fille qui m'avait invité à son église à ce moment-là, tu vois. Une église que je vais toujours jusqu'à présent. Elle m'avait invité, elle m'avait dit, Driss, est-ce que tu veux venir et tout? C'est un endroit où il y a des gens, tu vas voir, ils sont positifs, il y a un bon vibe, il y a une belle énergie, il y a des gens qui connectent avec Dieu et tout. Moi, j'avais beaucoup de personnes qui croyaient en Dieu dans ma famille, mais moi-même, avoir une vraie relation avec Dieu, c'était pas encore ça, tu vois. C'était pas encore ça. Puis, je me suis dit, écoute, là, on me refuse. Moi, je pensais que j'allais tout donner, on me refuse et tout. Ça va peut-être pas comme je pensais. Écoute, j'ai rien à perdre, tu vois. Là, j'avais décidé d'y aller. Et je suis allé à son église et tout. Là, j'ai entendu une personne dire un témoignage. Cette personne-là avait, je pense qu'elle avait soit un kyste, soit une tumeur qui pouvait potentiellement être cancéreuse. Puis après quelques temps et tout, miraculeusement, ce kyste-là était parti. Puis, actually, moi, ça m'avait vraiment frappé comment cette personne-là, malgré que ça lui arrivait, malgré que comme elle pouvait potentiellement avoir un cancer, elle n'était pas nécessairement inquiète. Elle avait quand même une paix. Tu captes un peu? C'est ça qui est un peu... que souvent, la majorité du monde ont de la difficulté à comprendre que une paix que tu peux avoir vraiment à l'intérieur de toi, justement, quand tu es vraiment à un niveau spirituel et que tu as une relation avec Dieu. Et ça, c'est justement quelque chose que je voulais toucher.
personnellement, je voulais toucher ça un peu plus loin dans mes questions, mais vu qu'on en parle présentement, je trouve que c'est quelque chose de bien en parler. Et même à travers ton parcours, on peut voir que c'est vraiment ta foi qui t'a permis de pouvoir avancer dans les endroits où tu pensais peut-être que c'était bloqué et juste arriver à la personne que tu es aujourd'hui. J'aimerais te poser une question un peu par rapport à ce que tu as parlé un peu avant. Tu parlais un peu de la représentation justement des Noirs en médecine et tout. Je voulais te demander, est-ce que tu t'es jamais senti un peu intimidé, le fait que tu es si jeune, tu viens vraiment de commencer dans ce domaine-là et que tu as ces opportunités-là justement et tu prends ces opportunités-là d'aller parler à certaines conférences durant l'histoire du mois des Noirs parce que on sait que des fois, les gens peuvent être contents quand tu as des opportunités, mais aussi des gens qui te regardent du coin de l'œil sont comme, pourquoi lui, il est peut-être dans le spotlight, mais pas moi? Alors, ma question c'est, est-ce que tu t'es jamais senti genre intimidé le fait que tu sois jeune et que tu es en train de faire ces choses-là? Mais justement, c'est quelque chose que je pense que j'ai dû bâtir, hein? Parce que qu'est-ce que j'ai appris à travers tout mon parcours? Puis même l'histoire est encore plus longue, mais qu'est-ce que j'ai appris, c'est que c'est difficile d'avoir 100% confiance en ses propres forces. Ouais. C'est pour ça que dans mon parcours, je suis obligé d'inclure Dieu. Ouais. Parce que de moi-même, comme j'étais par exemple au cégep, j'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'à des moments donnés, j'aurais douté, à des moments donnés, j'aurais eu peur. Oui, j'ai encore peur, mais j'arrive à me dire que, OK, maybe for me it's hard. Laisse-moi mettre ça entre les mains de Dieu pour qu'il puisse me soutenir à travers tout ce que je traverse, tu vois. Comme veux pas, t'avances dans la vie, t'as pas nécessairement d'exemple devant toi. T'entends des collègues, je me rappelle, il y avait une fille en médecine qui m'a dit, Driss, pour moi, rentrer en médecine, c'est pas waouh. Ma mère est médecin, mon père est médecin, ma soeur est médecin. Pour moi, c'est normal d'être là, tu vois. Et moi, je suis là avec eux, mais sans avoir nécessairement ce réseau-là. Donc, veux pas, c'est comme si tu marches puis tu vois plein de montagnes devant toi, plein d'obstacles. Mais que tu te dis, comment tu peux faire pour les traverser? Et c'est comme si à un moment donné, Dieu m'a dit, Driss, je serai ta garantie de réussite. T'as pas besoin de t'inquiéter, je vais juste aplanir tes sentiers. Et chaque fois que je me lève, moi, à chaque fois, je prie. Puis, honnêtement, quand j'arrive en stage, quand j'arrive en examen, j'arrive avec une certaine paix, jusqu'au point où il y a beaucoup de mes superviseurs qui me disent, qu'est-ce qui fait que t'es jamais stressé? Qu'est-ce qui fait que t'es toujours joyeux, tu vois? Mais ça part de là. Honnêtement, j'ai vu beaucoup de personnes très intelligentes, très, très intelligentes. Notre programme de médecine était quand même assez compliqué. Il y avait même eu un renouveau quand j'ai commencé la médecine. Et il y a beaucoup de personnes même qui ont, par exemple, quitté le programme, que c'était difficile mentalement. C'est difficile de porter cette charge. Exemple, en psychiatrie, on deal avec la vie des gens, tu vois, les souffrances des gens. Et souvent, ça peut être lourd. Mais pouvoir te ressourcer, tu vois, pouvoir avoir cet espace où tu peux te ressourcer, être avec Dieu, être avec ta famille, trouver d'autres choses qui peuvent te permettre d'avoir un sentiment d'accomplissement dans ta vie. Ça qui te permet de rester sain à travers tout ça, tu vois. Non, c'est vraiment bien dit. Et je voulais même toucher dans ça, justement. Tu as dit travailler justement en psychiatrie, tu deals beaucoup avec la vie des gens. Et justement, ta foi, c'est quelque chose qui t'a permis de pouvoir garder un certain balance, genre de pas revenir à la maison et porter tous les problèmes et toutes les charges que tu as eues justement au travail. Et je voulais toucher un peu par rapport à ça parce qu'on sait que être médecin, c'est pas un travail justement qui est facile. Ça peut souvent être stressant au niveau, tu dois diagnostiquer des personnes, tu dois prescrire des médicaments. Des fois, tu dois intervenir dans des situations que les choses se passent pas comme prévu. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu une situation peut-être en particulier, peut-être avec un patient ou au niveau du travail qui t'a choqué et un peu, c'est quoi les leçons que tu as pu tirer à travers ça? Honnêtement, une situation qui m'a choqué au niveau d'un patient, honnêtement, il y en a beaucoup. Mais une des situations que je te dirais qui m'a choqué et qui m'a appris une leçon, c'était une patiente haïtienne qu'on avait eue une fois. C'est une patiente haïtienne qu'on avait eue qui était hospitalisée pendant longtemps, qu'on m'avait demandé d'aller la voir pour faire un peu le suivi et tout chez cette patiente-là. Puis quand je suis parti la voir, je parlais avec elle et tout. On posait les questions typiques qu'on pose d'habitude. Puis c'est là où elle m'a dit que quand elle arrive chez elle, c'est comme si elle se sent plus persécutée, c'est comme si elle se sent moins bien, tu vois. Mais qu'est-ce qui était étrange comparativement à ce qu'on appelle un délire de persécution, qui est un terme psychiatrique qui nous ferait penser à des éléments, par exemple, de psychose. Elle me disait qu'à l'hôpital, elle se sentait bien, tu vois. Qu'à l'hôpital, elle se sentait en sécurité, etc.
Donc là, j'essaie de creuser pour quelle raison à la maison elle se sentait plus persécutée. Elle n'arrivait pas trop bien à me répondre. Donc là, je me suis dit, bon, écoute, je vais appeler sa fille, tu vois, pour avoir un peu plus d'informations. Donc là, j'ai appelé sa fille. J'ai dit, oui, bonjour, c'est ça, je m'appelle Dr Chomba. Je suis avec votre mère présentement, puis votre mère me dit que quand elle va à la maison, c'est comme si elle se sent un peu plus persécutée. Je ne sais pas si vous auriez un peu plus d'informations par rapport à ça. Et c'est là où sa fille m'a dit, vous vous appelez Dr Chomba? Là, j'ai dit, oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Et là, elle m'a dit, je suis heureux de vous parler parce que vous, je sais que vous allez me comprendre. Donc là, je me suis dit, OK. Et là, elle m'a dit, ma mère, en fait, elle a été mariée pendant plusieurs années. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a quelques mois, elle a divorcé avec ce mari-là. Et ce mari-là est parti en Haïti. Et depuis qu'il est parti en Haïti, il envoie beaucoup de vaudou sur la maison. Donc, chaque fois que ma mère arrive à la maison, elle se sent pas bien. Mais selon nous, c'est pas de la psychose. C'est vraiment très culturel. Et dès que j'ai entendu votre nom, j'ai su que vous allez pouvoir comprendre ce que je veux dire. Ah, parce que tu avais un nom africain. Exactement. Okay. Donc, à travers ça, étant donné que j'ai pu comprendre ça, ça a changé drastiquement la trajectoire de soins pour cette patiente. Parce qu'on aurait pu, par exemple, augmenter les doses d'antipsychotiques en se disant que c'est de la psychose. Et elle serait devenue peut-être ralentie, elle aurait eu des effets secondaires. Mais à cause qu'on a pu comprendre ça, prendre en considération l'aspect culturel, ça nous a permis de lui donner toute une autre trajectoire de soins, tu vois. C'est vraiment ça qui est fou. Et je voulais même te demander, parce qu'on sait qu'on vit quand même dans une société qui est laïque. Alors, tu me parlais beaucoup de ta foi et tu travailles en psychiatrie. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un moyen, des fois, que tu puisses connecter un peu ta foi avec ce que tu fais, ou est-ce qu'il faut que tu attendes que comme peut-être ton patient te parle justement comme ton patient t'a parlé, peut-être elle sentait que son mari l'envoyait du vaudou, et là maintenant tu peux rentrer cet aspect-là, ou comment ça se passe un peu à ce niveau-là, si tu comprends ma question? Honnêtement, je pense que dans notre domaine, c'est important de prendre en considération le contexte et le vécu des patients. C'est important de les comprendre. Je vais jamais oublier, parfois on peut penser qu'il faut nécessairement connaître Dieu pour pouvoir prendre ça en considération dans la vie d'un patient, tu vois. Mais je te donnerai un exemple. Pas dernièrement, je pense que c'était l'année passée, on avait un patient qu'on avait un autre patient. Je ne vais pas rentrer dans les détails juste pour pas qu'il soit identifiable ou quoi que ce soit. On reste quand même vague. C'était un patient qui avait des hallucinations très envahissantes, tu vois. Très, très envahissantes. Il voyait des démons, sentait des démons, touchait des démons. En tout cas, c'était intense, entendait des démons, bref. On augmentait les doses de médicaments, ça aidait pas. C'était très envahissant. Je traitais ce patient-là avec une psychiatre notamment québécoise. J'ai beaucoup de respect pour elle, elle travaille très bien, je l'aime beaucoup. Puis l'enfant, cette psychiatre-là, elle a posé une question que je trouvais tellement intéressante. Elle a dit, mais vous, comment vous expliquez ce qui vous arrive? Comment vous expliquez vos symptômes? Elle a posé la question à toi ou au patient? Au patient. Elle a dit, est-ce que c'est des djinns? C'est quoi exactement? C'est un patient algérien. Et c'est là où ce patient-là a dit, oui, en fait, c'est des djinns. C'est des djinns qui étaient là dans le sous-sol de mes parents quand on était en Algérie. Et depuis ce temps-là, ces djinns-là sont à l'intérieur de moi. Et là, elle lui a demandé, mais d'habitude, quand des gens, exemple, ont des djinns, qu'est-ce que vous faites dans votre culture? Qu'est-ce que vous faites pour les chasser ou quoi que ce soit? Est-ce que vous avez des rituels ou quoi que ce soit? Puis là, il dit, oui, en fait, moi c'est pour ça que je vais à la mosquée aussi souvent. Moi, la nuit, quand je vous dis en fait que je dors pas, c'est que je prie toute la nuit. Parce que pour nous, c'est ça qui nous fait du bien quand ça arrive. Elle a, dans le fond, exploré le vécu en comprenant les croyances de ce patient-là. Elle partageait pas nécessairement les mêmes croyances, mais elle a pris le temps de comprendre ces croyances-là. Puis après, quand je lui en ai parlé, parce que j'étais quand même surpris de ces questions, elle m'a dit, Driss, veut pas, dans notre domaine, oui, on a nos outils. Oui, on a nos médicaments. Mais notre but, c'est que les patients soient fonctionnels. Si pour lui, la prière, ça l'aide, qui suis-je pour lui dire de ne pas prier? Tu comprends un peu? Et c'est là où je me suis dit, waouh! Et en même temps, si tu arrives à comprendre ça pour les patients, tu vas leur permettre de se sentir compris, de se sentir écoutés. Et c'est ça qui va les encourager à encore plus s'ouvrir dans la relation thérapeutique. Et c'est un peu ce type de médecin-là que j'ai envie d'être. Quelqu'un qui montre aux personnes que, écoute, peu importe tes croyances, je peux t'écouter, je peux te comprendre et t'accompagner, tu vois. Non, c'est bon. Comme là, on a beaucoup touché justement sur le sujet de ce que tu fais, la psychiatrie, mais j'ai juste une petite pensée pour l'audience aussi. Peut-être les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi la psychiatrie. Alors, juste si tu pourrais faire un petit topo, juste pouvoir expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est quoi être un psychiatre? Excellent. Puis après, il faudra revenir. Je n'ai pas encore fini sur comment je suis rentré dans le domaine. Mais il faudra revenir. On va pas manquer. Mais c'est quoi être un psychiatre? En fait, le psychiatre, c'est d'abord un médecin.
il y a des distinctions à avoir entre psychologue et psychiatre. Des psychologues, souvent, c'est des personnes qui vont faire notamment de la psychothérapie. Vous voyez, exemple, quand vous voyez des films, des personnes, exemple, couchées sur un sofa, puis quelqu'un parle avec eux pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur vécu pour qu'ils deviennent ce type de personnes, ou qui peuvent leur demander de faire des exercices pour travailler un peu leur psyché et faire l'association entre leurs pensées et leurs comportements. Ça, c'est plus un psychologue. Un psychiatre, maintenant, c'est l'expert du diagnostic de troubles de santé mentale. Donc, c'est la personne qui va poser notamment les diagnostics et qui va pouvoir créer un plan de traitement selon une approche biopsychosociale. Donc, il va non seulement pouvoir faire de la psychothérapie, mais qui va aussi pouvoir proposer des médicaments pour les traitements. Notamment de la schizophrénie, des maladies graves et persistantes comme la schizophrénie, la maladie bipolaire, des dépressions. Les psychiatres, c'est ceux qui vont hospitaliser notamment ces patients-là pour pouvoir les traiter. C'est ceux qui vont évaluer par exemple la dangerosité, un patient qui aurait des idées suicidaires ou des idées homicidaires, qui vont pouvoir prendre la décision si c'est des patients qui doivent être hospitalisés ou qui peuvent être à l'externe. Il y a certains psychiatres qui font de l'expertise en responsabilité criminelle, comme on entend souvent à la télé, l'Institut Philippe Pinel. Donc c'est un peu ça notre rôle, donc diagnostiquer et faire un peu tout ce qui est plan de traitement, conduite à tenir pour s'assurer que les patients soient le plus fonctionnels possible après, durant leur vie en fait. Ok. Bien dit. Mais justement, maintenant, pour revenir, tu as dit que tu n'avais pas fini justement ton histoire de comment tu es arrivé en médecine. Alors, moi, je connais un peu ton histoire, mais je suis sûr que c'est vraiment une histoire qui est inspirante. Ça m'a inspiré quand tu me l'as raconté. Alors, si tu peux continuer sur ça. Ok, parfait. Mais c'est ça, comme je te disais, quand j'avais eu exactement les 2 refus que je t'avais parlé au début et que j'étais parti à l'église, c'est là où je me suis dit, bon, si certaines personnes prient, puis bon, Dieu leur ouvre des portes et tout, en ce moment, moi, ça va pas trop bien, j'ai quoi à perdre, tu vois, un peu. Je me suis dit, écoute, I'm gonna pray, I'm gonna see where it goes, tu vois. À ce moment-là, j'ai commencé à prier, à connaître un peu plus Dieu, etc. Et malgré tout ça, malgré que j'avais fait ça, j'ai quand même eu 2 autres refus dans les 2 autres facultés de médecine. Mais bizarrement, cette fois-là, ça m'a moins hit que la première fois. C'est comme si j'avais plus de paix à cette fois-là que la première fois. C'est comme si j'ai pu comprendre que dans la vie, rien arrive pour rien, tu vois. Mais qu'il y a déjà une certaine destinée qui est tracée pour chaque personne, tu vois. Puis, dans le fond, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant que moi, j'attendais mes réponses pour la médecine, j'avais déjà été accepté en pharmacie, mais à Québec. Donc, c'était quand même assez loin, tu vois. Donc là, je me suis dit, Québec, est-ce que je peux vraiment aller là-bas? Donc, bref, j'attendais une réponse pour pharmacie à l'UDM également. Mais à ce moment-là, j'étais 98e sur la liste d'attente. Là, j'ai commencé à regarder un peu en ligne, 98e, est-ce qu'ils ont déjà accepté jusqu'à ce nombre-là? Et je voyais que dans les dernières années, ils acceptaient jusqu'à 80, jusqu'à 75, jusqu'à 82. Je me suis dit, 98, c'est quand même chaud, c'est quand même loin. Mais je me suis dit, you know what? Je vais laisser ça entre les mains de Dieu. Je vais essayer de prier. Je vais essayer de lui faire confiance. Puis je me rappelle que j'avais dit, Dieu, si tu me permets d'être accepté, sincèrement, je ne vais plus jamais douter de toi. Durant le reste de ma vie, je ne vais plus jamais douter de toi. C'est vraiment ma promesse que moi, je me suis fait à Dieu. Tu vois. Puis j'ai commencé à prier, j'ai remis ça entre les mains de Dieu. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par être accepté en pharmacie à l'UDM à la dernière semaine d'acceptation. Donc la dernière fois où ils envoyaient des demandes, ils ont accepté jusqu'à 99 et j'étais 98e. Je me suis dit, that's crazy. Je me suis dit, c'est impossible. Ça, c'est juste trop fou. Je me suis dit, ça, c'est pas moi qui aurais pu faire ça. Parce que dans toutes les dernières années, dans les dernières 10 ans, ils n'avaient jamais accepté autant. C'est là que je me suis dit, waouh. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas reçu de courriel? Pourquoi j'ai pas reçu d'informations? Pourquoi j'ai pas reçu de lettres? Et je me suis rendu compte que dans le fond, quand ils m'ont accepté à l'UDM, j'avais pas vu le courriel qu'ils m'avaient envoyé. Dans le fond, j'avais vu qu'ils avaient accepté jusqu'à 99 sur le site. Mais j'avais pas vu qu'ils m'avaient envoyé un courriel 2 jours avant et qu'ils laissaient seulement 24 heures pour répondre. Oh ouais? Donc, à cause que j'ai pas répondu à ce courriel-là, ils m'ont automatiquement refusé puis ils ont pris quelqu'un d'autre. Là, à ce moment-là, je me suis dit, wow, je suis parti les voir à leur bureau et tout. Je suis allé les supplier. J'ai dit vraiment, je dois être pris à l'UDM, je devais être pris normalement. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de me mettre quelque part? Puis il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit. Alors, tu as été accepté, mais tu ne peux pas rentrer dans le programme. J'ai pas pu rentrer dans le programme. Wow. Mais encore une fois, bizarrement, je me suis dit, yo, tout est chill. I can't be mad at God. Parce que veux pas, il m'a permis d'être accepté. Veux pas, j'ai été accepté, tu vois. I can't be mad, tu vois. Je me suis dit, écoute,
si c'est à Québec que je dois aller, so be it, I'm go. J'ai fait mes valises et tout. Je suis allé à Québec. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi certaines situations arrivent dans notre vie. Mais honnêtement, aller à Québec m'a énormément aidé. Ça m'a permis de bâtir mon autonomie. Apprendre à vivre seul tôt. Ouais. Apprendre à connaître des nouvelles personnes également. J'ai pu connaître une amie de la famille qui est maintenant en ophtalmologie. Une autre amie de la famille qui est maintenant pharmacienne. Et les deux étudiaient à Québec à ce moment-là. Et c'est même eux qui m'ont expliqué qu'après la formation, on pouvait rentrer encore en médecine. Parce qu'en fait, qu'est-ce que moi, je comprenais pas? Qu'est-ce que moi, je comprenais pas, en fait, c'est que... Toi, quand t'as été accepté en pharmacie, t'étais comme, bon, mon père t'a changé, je vais être pharmacien. That's my life, tu vois? Moi, je pensais que that's my life, that's it. Ouais. Parce que moi, ce qu'on m'avait dit, en fait, c'est que le cégep détermine ta vie. Ouais. Si tu rentres pas dans le programme que tu veux au cégep, ta vie est finie, mais comme voici ta vie. Voici ton path, ouais. Et c'est là-bas que j'ai compris, non, il y en a qui font des passerelles, il y en a qui font 2-3 bacs avant d'entrer en médecine, il y en a qui rentrent même en médecine, en médecine à 40 ans. Ouais. J'ai appris qu'il y avait des forums qui existaient pour aider les gens à rentrer en médecine. J'ai appris tout un réseau. Et je me suis dit, waouh, je comprends pourquoi notamment, nous les Noirs, on ne rentre pas dans ce domaine-là. C'est parce qu'il nous manque tellement d'informations. De connaissances. Il nous manque tellement d'informations. Et quand je suis rentré en pharmacie, qu'est-ce qui m'a encore plus surpris? C'est que j'étais le seul Noir de toute ma promotion sur environ 125 étudiants ou 150 étudiants. Et je me suis dit, ça, c'est impossible. Parce que déjà, moi, je ne visais pas nécessairement ce domaine-là. Je t'ai expliqué comment mon chemin était. Ouais. Je me suis dit, comment, malgré que moi, je ne visais pas nécessairement ça initialement, comment je peux être le seul dans tout le Québec? Je ne suis pas le meilleur au Québec, c'est impossible. Ouais. Et c'est là où j'ai compris toutes les barrières qu'il peut y avoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des vidéos, blessings, etc. Ouais. Pour pouvoir être la personne qui donne de l'information à d'autres personnes qui ne l'ont pas eu, tu vois. Puis, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, en pharmacie, j'ai pu apprendre, j'ai pu développer mon intérêt pour les sciences de la santé. J'ai pu voir à quel point j'aimais aider les autres, à quel point j'aimais communiquer avec des patients, à quel point j'aimais pouvoir entretenir une relation avec eux pour leur permettre de cheminer vers de meilleurs soins. Ça te montre comme les skills justement que tu as déjà à l'intérieur de toi. Ça te permet de pouvoir les utiliser avec les autres et vraiment comprendre est-ce que c'est quelque chose que j'aime justement. Exactement. Puis à ce moment-là, je me suis dit, si je peux faire tout ça, imagine si je prends tout ça, je prends mon intérêt pour la pharmacologie, je prends qu'est-ce qui s'est passé avec mon proche qui a une bipolarité et que je puisse devenir médecin pour pouvoir accompagner les gens de leur diagnostic jusqu'à leur meilleur traitement. Ouais. Je me suis dit, ce serait incroyable. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à étudier fort, à demander un peu des questions. Au début, le par cœur, c'était un peu difficile pour moi et c'est là où j'ai compris que dans la vie, il n'y a pas un endroit, en tout cas c'est comme ça que moi je comprends la vie, il n'y a pas un endroit où Dieu va te positionner sans t'avoir donné les capacités à faire ce que tu dois faire. De faire tout ce que tu dois faire, tu vois. Et j'avais beaucoup de difficultés avec le par cœur au début. Je te dis, moi j'aimais les maths, la physique, la chimie, mais le par cœur, juste apprendre par cœur, c'est difficile. Surtout les termes, on sait, les termes, tout ce qui est médecine, les médicaments, c'est pas des termes faciles à retenir. Exact, c'était difficile. Et c'est là où, for real, je me suis dit, dans toutes les compétences que tu as, qu'est-ce qui peut t'aider là-dedans? Et c'est là où je me suis rappelé que j'aimais beaucoup parler. Tu vois, comme là, on est en train de parler et tout, tu vois que je suis quand même à l'aise, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça le skill que Dieu veut utiliser. Tu vois? C'est comme ça que j'ai commencé. Initialement, comment j'apprenais mes examens, tu veux savoir comment j'apprenais? Je me mettais dans une salle fermée, je restais mes notes. Je restais à voix haute. Toute une journée, je faisais juste parler. Je faisais juste parler. Je me parlais à moi-même. Je me mentais des chansons. C'était comme ça que j'ai commencé. Et je me suis dit, parfois, il y a des skills qu'on a, qu'on oublie, qui peuvent nous servir. Mais c'est en prenant le temps de s'analyser qu'on peut voir vraiment tous les dons qu'on a à l'intérieur de nous et tous les dons qu'on peut utiliser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. Puis finalement, ça s'est bien passé. Et qu'est-ce qui m'a finalement aidé à rentrer en médecine? C'est encore une fois Hadi, le gars que je t'avais parlé quand j'étais au cégep. Lui, il avait été accepté à Ottawa, tu vois. En nutrition à ce moment-là. Pour de vrai, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que c'est important d'entretenir des relations. On ne peut pas réussir dans la vie tout seul. Tu vois. Vas-y. Juste parler de ça, c'est fou à quel point juste la société dans laquelle on vit, comme l'échange d'informations est tellement rapide. Tu peux rentrer sur Instagram, sur TikTok et tu vois un soi-disant gourou qui va te parler et te dit « Oh, you're self-made, tu dois réussir tout seul. » Mais notre vie, comme on parle de Dieu, Dieu a pas placé justement toutes ces personnes-là dans notre vie pour qu'on marche tout seul puis on essaye de faire nos affaires tout seul. C'est justement, comme tu as dit, entretenir des relations. Comme quelqu'un qui t'a parlé au cégep,
Et le gars a spin back sur toi, genre, à l'université. Vas-y, continue. Honnêtement, si tu m'écoutes, for real, et je le dis sans hésiter, sincèrement, il a changé vraiment une trajectoire dans ma vie, for real. Et parfois, il y a des gens comme ça qu'on rencontre, qu'on prend pour acquis, mais que Dieu aurait pu utiliser pour nous aider. Et actually, il m'avait appelé, il m'avait dit, Driss, je suis à Ottawa en ce moment, like you know, et on a une conférence pour aider les gens à faire les entrevues pour rentrer en médecine. Est-ce que tu veux venir? Et dis-toi, je suis la seule personne qu'il a invitée. Sauf des personnes qui étaient à Ottawa, mais autre que ça. Et je ne sais pas comment il a pensé à moi, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Je me suis dit, mais oui, for sure. Je suis allé là-bas, il y avait tellement de clés. Honnêtement, il y avait tellement de clés. Il y avait des conférenciers. Ils nous ont expliqué qu'on pouvait lire des livres. Ils nous ont expliqué un peu comment répondre aux questions. Je me suis dit, si je n'étais pas allé là-bas, j'aurais pas pu entrer en médecine, en tout cas pas aussi vite que je l'ai fait. Donc, à travers tout ça, à travers toutes ces clés-là que j'ai eues, je suis rentré à la maison, j'ai acheté ces différents livres-là. Pendant un temps, je pense que je me réveillais même à 5h30 du matin. Je me réveillais, dedication, je me réveillais, je priais, j'écoutais quelques vidéos de motivation, je lisais ces livres-là, je me pratiquais pour mes entrevues, j'étudiais pour mes examens. Et j'étais rentré dans toute une autre zone. Et je suis finalement arrivé à l'entrevue. Et finalement, ma cote que j'avais avant d'entrer à l'entrevue, je pense que c'était 34.4, quelque chose comme ça. Puis la cote minimale qu'ils prenaient en entrevue, c'était 34. Donc, j'étais quand même limite. Et la moyenne, c'était comme 35.8 dans ces eaux-là. Mais bro, la confiance que j'avais quand je suis rentré en entrevue, la confiance que j'avais, comme je t'ai dit, c'était pas nécessairement une confiance à 100% en moi, mais j'avais tellement appris à connaître Dieu et à savoir à quel point lui, il agissait en moi. Mon gars, j'étais serein. Au point où même des personnes qui avaient des plus hautes cotes que moi étaient comme, mais comment tu peux être aussi serein? What's good? Comment tu peux être aussi pas stressé? J'étais comme, t'inquiète, ça va bien aller. J'étais tellement comme confiant dans tout ce que Dieu avait pour moi, au point où même, quand des gens essayaient de me décourager, quand, exemple, j'allais à l'église, des personnes étaient comme, hey, docteur, comment ça va? Et j'étais même pas encore accepté dans le programme. J'étais entouré de personnes qui avaient tellement de foi que cette foi-là déteignait sur moi et ce qui me permettait encore plus de croire, tu vois. Et finalement, j'ai pu faire l'entrevue et finalement, j'ai même été accepté avant des personnes qui avaient des plus hautes cotes que moi. J'ai été accepté finalement dans le programme que je voulais, 4e sur la liste d'attente. Et j'ai pu rentrer à l'université de Sherbrooke. J'ai fait 4 années là-bas. Ça, c'est tout un autre parcours. Mais à travers ces 4 années là-bas, j'ai jamais oublié mes priorités. Toutes les fins de semaine, je rentrais. Je passais du temps avec ma famille. J'allais à l'église. Je passais du temps avec ma copine qui est maintenant devenue ma femme. Je passais du temps avec mes amis. Parce que pour moi, la médecine, c'est pas nécessairement toute ma vie. C'est un aspect de ma vie. Et le conseil que je donnerais à tout le monde, c'est... Le but, c'est vraiment qu'on puisse réussir notre vie à 100%, qu'on puisse être épanoui à 100%. Il y a des personnes qui vont, exemple, donner leur 100% au travail. Et le jour où ils vont, exemple, prendre leur retraite, et je l'ai vu beaucoup, surtout dans mon domaine. Le jour où ils vont, exemple, prendre leur retraite ou qu'il y aura, exemple, un instant au travail, c'est comme si toute leur vie s'écroule. Mais quand tu prends le temps de donner non seulement ton 100% au travail, mais donner ton 100% aussi pendant les heures que tu passes avec ta femme, donner ton 100% pendant les heures que tu passes avec ta famille, donner ton 100%, être présent à 100% avec tes amis, c'est là que tu vois que ta vie arrive à être équilibrée et c'est là où tu parviens à être encore plus serein. Parce que quand il y a un domaine qui va un peu moins bien, tu sais que tu as tout le soutien des autres domaines également. Ouais. Non, bien dit. Et c'est même une des raisons pourquoi j'ai commencé le podcast. Justement, tu disais que tu savais pas un peu tous les loopholes un peu que tu pouvais faire pour arriver jusqu'en médecine. Et moi, quand j'étais à l'université, j'étais là durant les bancs d'université, ma 3e année à l'université. Quand on me demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'en avais aucune idée. Et souvent, les gens sont inscrits à l'université dans différents domaines, dans différents bacs, et ils voient les options des métiers qu'ils peuvent faire un peu limités. Ils ne voient pas toutes les options qui sont ouvertes. Et je me rappelle, j'avais un de mes cours que la professeure, à chaque cours, pendant comme un laps de semaine, elle invitait des guest speakers. Des gens qui venaient, ils parlaient de leur expérience, qu'ils ont gradué. Et tu vois souvent que les gens, dans leur carrière, ils shiftent de métier. Comme j'avais même fait un épisode de podcast avec Bailey. Dans le fond, ce qu'elle fait, elle aide les femmes à trouver leur robe de mariage. Et avant ça, elle travaillait comme consultante pour justement les personnes en mariage. Alors, elle a passé du fait à
être dans la partie, on va dire, un peu négative du mariage. Beaucoup de gens venaient expliquer leurs problèmes ou ils sont peut-être en phase de divorce. Et maintenant, elle travaille genre dans la joie de quelqu'un qui est fiancé et qui est en train de chercher sa robe de mariée. Alors, ça te montre juste à quel point tu peux shifter de domaine, de pas toujours penser que tu as tout figure it out ou une fois que tu rentres dans un domaine, tu n'as pas le choix de finir ça. Et c'est vraiment bien qu'on parle de ça et même les priorités parce que, comme on a dit tantôt, dans le monde où on vit, il y a tellement de choses qui peuvent juste venir retirer notre joie, comme les réseaux sociaux, comme t'es là, oh, j'ai 25 ans, j'ai pas encore l'auto que je voulais avoir. Tu vois d'autres personnes qui ont l'auto justement que tu veux avoir, mais tu peux pas toujours te comparer aux gens et rester dans ce stade-là, quoi. Une autre question, je voudrais te poser. Oh, vas-y, je voulais rebondir sur le truc que tu as dit. Tu vois, quand tu parlais des différents jobs, qu'on peut changer de job, etc., je pense que qu'est-ce qui est important qu'on puisse saisir, et moi, ça m'a pris aussi du temps à le saisir, c'est que chaque étape de notre vie peut nous apprendre quelque chose. Parfois, tu n'es pas nécessairement dans la job que tu veux, mais qu'est-ce que tu peux retirer de l'endroit là où tu es présentement? Comme honnêtement, même toutes mes habiletés de communication, exemple, maintenant quand je fais des conférences, les gens disent « Wow, tu parles vraiment bien, etc. » Mais ça, c'est parti du fait que j'ai commencé à faire des vidéos juste sur Internet. Et au début, je le faisais juste pour le plaisir et je ne savais même pas qu'est-ce que ça allait m'emmener. Mais c'est comme si j'avais juste une conviction à l'intérieur de moi que Dieu me disait « Non, that's what you gotta do for now. » Je ne savais pas nécessairement ça allait servir à quoi. Mais maintenant, ça me permet d'inspirer beaucoup de personnes. De donner des tips dans mon domaine. De donner des trucs, de donner des astuces. Mais c'est parti de ça. Il y a même certaines conférences que j'ai pu avoir via des contacts que j'ai faits, via des personnes que j'ai rencontrées, via des organismes dans lesquels je me suis impliqué. Mais pendant que j'étais dedans, je ne voyais pas nécessairement ça allait me servir à quoi. Donc voilà pourquoi il faut valoriser tout ce qu'on fait dans la vie. Parce que ça peut nous emmener quelque chose. Et je pense que tout ce qui peut nous emmener quelque chose doit aussi nous rappeler que nous-mêmes, on doit pouvoir redonner aussi quelque chose. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont des takers dans la vie. Ils vont toujours demander des conseils, demander ci, demander ça, mais ils ne vont jamais prendre le temps de redonner. Tu vois. Donc je pense que c'est à nous de pouvoir non seulement poser des questions. Je pense qu'il y a des personnes qui ont peur de poser des questions parfois, mais savoir poser des questions pour pouvoir cheminer dans la vie. Mais savoir aussi redonner des réponses aux autres personnes qui en ont besoin, tu vois. Bien dit. Tu as beaucoup parlé justement des conférences que tu fais en ce moment. Je sais que tu en as une conférence qui arrive, je pense même c'est demain, le 21 février, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux un peu parler des différentes conférences que tu as faites ou celles qui arrivent un peu, de quoi vous parlez ou... Honnêtement, comme je disais, je l'ai peut-être dit rapidement, mais en médecine, à part maintenant que c'est en train un peu de changer dans les 2-3 dernières années. J'ai vu certains plans d'action. Je pense que c'est l'UDM qu'ils ont fait un plan d'action pour accepter genre plus d'étudiants noirs justement dans les programmes. Exact. C'est en train de changer dans les 2-3 dernières années et vraiment, je suis très content pour ça. Mais pendant longtemps, la médecine a été un domaine dans lequel il y avait très peu de représentativité. Pour être très honnête, moi, je me rappelle quand j'ai mis les pieds à Sherbrooke, on était peut-être 3 noirs sur peut-être 150 étudiants. Je me suis dit, wow, that's crazy. Je suis allé dans les corridors là, tu vois, les corridors là où il y a les grandes photos là, de graduation. Je suis descendu jusqu'en 1900. Et il n'y avait jamais d'année avec plus de max 5 noirs là. Quand il y avait 5 noirs dans une année là, c'était même déjà incroyable, tu vois. Voilà pourquoi maintenant qu'il y en a un peu plus, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place pour qu'on puisse non seulement se sentir mieux inclus, il y a des comités équité, diversité, inclusion qui sont créés un peu partout. Il y a l'Association des étudiants noirs en médecine du Canada, du Québec qui se sont mobilisés, qui ont créé différents campus, etc. Et à travers ça, ça nous a permis d'avoir une voix. Une voix non seulement pour nous, mais aussi pour les patients. Parce que d'avoir des médecins qui comprennent ces problématiques-là, qui comprennent un peu le vécu des différentes cultures, ça va nous permettre d'offrir des meilleurs soins, tu vois. Et à travers tout ça, ça m'a permis de faire différentes conférences, honnêtement, parce que j'ai fait un projet de recherche sur comment améliorer les approches antiracistes en psychiatrie. Et à travers ce projet de recherche-là, j'ai pu présenter au congrès annuel de l'Association des médecins psychiatres du Québec, à la journée des chefs de département de psychiatrie. Donc, j'ai pu présenter aux différents chefs de département de psychiatrie au Québec. Et hier, j'ai pu présenter à une journée qui s'appelait la journée sur la sensibilisation culturelle dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, organisée par l'Association des étudiants noirs en médecine de l'Université de Montréal. Et demain, j'ai une autre présentation qui s'appelle le Black Health Talk, organisée par l'Université de McGill, par l'Association des étudiants noirs en médecine de l'Université McGill. Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent sign up pour aller ou c'est qui l'audience un peu des gens qui peuvent assister à cette...
c'est en fait les professionnels de soins de santé. OK. Je ne sais pas si c'est exclusivement pour les étudiants en médecine. OK. Ce serait peut-être à confirmer. OK. Mais à travers ces conférences-là, en fait, ça nous permet d'enseigner aux étudiants en médecine comment offrir de meilleurs soins aux personnes noires. Parce que la réalité, c'est que la médecine, par rapport à certains aspects, est assez occidentalisée. L'exemple que je te donnerais par rapport à ça, c'est que j'ai fait toute ma médecine au complet, j'ai fait tout mon doctorat, mais on n'a pas vu beaucoup de maladies de peau sur les personnes noires. Mhm. Et ça, c'est quand même assez frappant, parce qu'en fait, finalement, tu es docteur. Mais tu sais pas quoi cette maladie peut ressembler sur une personne de couleur noire. Moi, je me rappelle, ma sœur avait une maladie de peau. Je pense qu'elle avait eu un pityriasis rosé. Quelque chose que j'aurais facilement identifié chez une personne blanche. Mais elle avait ça et j'avais aucune idée ce qu'elle avait. Elle est allée voir peut-être 2-3 médecins pour savoir ce qu'elle avait. Mais c'est fou, sachant qu'il y a autant de noirs à Montréal, sachant qu'il y a autant de noirs au Québec, que nous, on ne soit pas formés pour identifier ce genre de maladie. Donc, en fait, à travers ce genre de conférences, il y a différentes personnes noires qui sont maintenant résidents, donc qui se spécialisent dans différents domaines, ou qui sont maintenant médecins, qui essaient d'enseigner aux prochaines générations comment on pourrait offrir de meilleurs soins aux patients noirs à travers notre formation. Donc, c'est un peu sur ça que les conférences que je fais servent, en fait. Ouais, c'est nice, justement, que tu as parlé, comme on a parlé au début, justement, comme tu as dit, la représentation au niveau des études, mais même, justement, la représentation dans la manière que c'est enseigné, dans tes manuels. Et justement, comme pendant que je faisais mes recherches, et cette personne-là, Go Viral, j'ai pas envie de déformer son nom, mais je pense que c'est Chidebere Ibe. En tout cas, il fait genre des illustrations médicales justement pour enseigner les gens genre à quoi ça ressemble un fœtus noir. Comme c'est d'une personne qui est noire. Et je me rappelle, je pense que c'est un peu cette image-là qu'il avait fait comme Go Viral. Et même moi, personnellement, quand j'avais vu justement cette image-là, je pense peut-être aux alentours peut-être de 2020, comme j'étais choqué, comme dans ma tête, j'avais jamais pris le temps de penser à genre tous les manuels que j'ai pu ouvrir par rapport à l'anatomie ou les photos que je vois sur Google. Comme je voyais pas des personnes noires, mais ça me dérangeait pas, genre comme si dans ma tête c'était juste normal puis j'y pensais pas. Mais là quand j'ai vu un fœtus noir, j'étais comme oh, j'ai jamais vu ça, c'est la première fois que je vois ça pour de vrai. Et tu vois vraiment comment c'est touchant. J'aimerais un peu te demander si tu pourrais parler à ta version de toi-même, genre plus jeune, on va dire quand tu avais 20 ans, c'est quoi, genre, quelques conseils que tu aurais pu te donner? C'est quoi que tu t'aurais dit à la plus jeune version de Driss? Honnêtement, ce que je me serais dit, c'est... Honnêtement, déjà, quand j'étais jeune, il faut savoir que j'étais un enfant avec un très grand cœur. Parce que même maintenant, je donne beaucoup au niveau de mon temps. Pas peur nécessairement de donner de mon temps, donner de mon amour, donner de mon argent s'il faut. Je donne beaucoup, tu vois. Ça, je pense que ça, c'est une valeur que j'ai eue très jeune. Mais un truc qui me manquait, c'était que quand j'étais jeune, j'étais très stressé. J'étais très stressé. Quand j'étais au cégep, là, j'étais du genre à étudier de 8h le matin jusqu'à minuit sans pause. Tu vois un peu. Tu vois, les gens qui font juste étudier. Et parfois, on pense qu'on fait juste étudier juste comme ça. Non, c'est à cause qu'on a un certain stress. On a une certaine pression qu'on n'arrive pas nécessairement à expliquer. Et je me rappelle que c'était quand j'étais parti, j'ai commencé à aller à des groupes Connect à notre église. Comme toi, tu sais déjà, c'est des groupes dans lesquels on peut se réunir ensemble, écouter un peu la parole, parler un peu de Dieu et tout, partager notre croyance, quoi. Ouais, juste te couper un peu. J'ai pas expliqué cette histoire-là, mais c'est actually un peu fou. Moi, je trouve que c'est quand même fou la manière dont j'ai rencontré Driss. Dans le fond, la première fois que j'ai rencontré Driss, c'était le jour de son mariage. C'était ma copine, Serena, dans le fond, elle est amie avec Driss depuis longtemps et sa femme, Vanessa. Et elle était invitée au mariage et elle voulait que je l'accompagne. Alors, je l'ai accompagnée au mariage. C'est là que j'ai rencontré Driss. On s'est parlé un peu. On a eu du bon temps. Après, c'est une année après que je l'ai revu parce que moi, j'allais à l'école en Ontario. Alors, j'étais loin, j'étais pas à Montréal. Je l'ai revu le jour de son anniversaire. Après, je l'ai vu le jour de l'anniversaire de sa femme. Après, on a commencé à développer une amitié. On a plus chillé ensemble. On est parti au chalet ensemble. Et tout ça pour savoir que moi, j'avais rejoint son église, justement, MCI, un peu plus tard dans mon cheminement. Si j'ai rejoint peut-être en août 2023. On était comme, oh, on va à la même église. Alors, justement, comme il parlait de groupe Connect,
je suis rentré dans son Connect. C'était sa première fois en tant que leader de groupe Connect. Et juste depuis ce temps-là, ça a été un blessing. Notre amitié continue à grandir. Alors, pendant qu'il parlait de groupe Connect, il fallait que je share l'histoire de comment on s'est rencontrés. I was blessed. C'était crazy now. Yo, God works in miraculous ways, bro. Bon, je disais que quand j'étais jeune, j'étais très stressé. Ouais. J'étais très stressé. Et là, je me rappelle chaque fois, mon leader à l'époque, là, celui qui m'aidait à l'église, me disait toujours, viens à mes groupes Connect. Et chaque fois, je disais, j'ai pas le temps. Chaque fois, je disais, j'étudie, j'ai examen. Même quand j'avais pas examen, je mentais que j'avais examen. Je disais, j'ai tel travaux, telle chose. Je disais toujours que j'avais pas le temps. Et c'est là où il m'a dit, Driss, tu peux pas, et c'est impossible que tu étudies de 8h le matin jusqu'à minuit et que tu n'as même pas 1 heure de pause. Ouais. C'est impossible. Que tu n'as même pas 1 heure à offrir à Dieu, ou que tu n'as même pas 1 heure à offrir. Imagine si un jour tu as une femme, que tu n'aurais même pas 1 heure à lui offrir, tu vois. Mm-hmm. Et c'est là où il m'a expliqué, ça veut dire que tu ne travailles pas nécessairement efficacement. Mm-hmm. Et c'est là où je me suis dit, écoute, tu sais quoi? Comme tu m'as tant parlé de tes groupes Connect, I'm a go. You know what I mean? I'm a go. J'ai commencé à y aller. Et c'est comme si, à travers la paix que j'ai commencé à avoir à force de me rapprocher de Dieu, tu vois, à travers cette paix-là, ça m'a permis de faire plus de place dans mon horaire parce que le stress a pris moins de place également. Mm-hmm. Donc, quand le stress prend moins de place et que tu as plus confiance que, you know what, tes examens, les affaires vont bien se passer. God got this. You know what? La famille, God got this. Ça te permet d'être moins stressé. Et à travers le fait que j'étais moins stressé, c'est là où j'ai pu commencer à mettre plus de temps sur ma famille, Dans différents... sur ma femme, sur l'école, sur mon développement personnel. C'est là où j'ai pu mieux répartir mon temps à cause que le niveau de stress a diminué. Tu vois un peu? Donc, ça que je me dirais, yo, trust God. And he's going to take care of you. Tu vois? Non, c'est vraiment bien dit. J'aimerais un peu poser cette question-là. Ben, je sais pas si tu connais un peu les enjeux un peu qu'il peut y avoir au niveau de la psychiatrie, genre les problèmes qu'il y a dans le domaine. Comme par exemple, je sais qu'au niveau genre du domaine de la santé en général au Québec, il y a un manque de main-d'œuvre. Alors, si tu connais les enjeux que les psychiatres peuvent face au Québec. Honnêtement, les enjeux que les psychiatres peuvent face au Québec, je te dirais qu'un enjeu dans notre domaine, c'est que comme on traite des patients qui ont des enjeux de santé mentale, un des enjeux là-dedans, c'est que les patients ne sont pas nécessairement conscients de leur maladie. OK. Je te donne un autre exemple. Tu vois, si quelqu'un a une jambe cassée, la personne sait que sa jambe est cassée. C'est physique, tu peux le voir. Elle sait que sa jambe est cassée. Elle sait qu'elle a soit besoin d'une chirurgie, soit besoin de médicaments. Elle sait qu'elle a besoin de quelque chose. Ouais. Dans notre domaine, souvent, on traite des maladies qui ne sont pas nécessairement visibles. Donc, un enjeu qu'un psychiatre peut avoir, c'est d'être capable d'expliquer ça à une famille. D'expliquer que peut-être que vous arrivez... Surtout, exemple, des familles immigrantes ou des gens comme nous. Exemple, tu sais qu'en Afrique, là, chez nous, là, la santé mentale, c'est pas compris comme ici. Vraiment pas. Là-bas, c'est soit t'es normal, soit t'es fou. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de Il n'y a pas de zone grise. Tu comprends? Et là-bas, si t'es fou, tu peux être enchaîné, tu peux être renié de ta famille. Là-bas, c'est très compliqué. Donc, par exemple, ici au Canada, quand on reçoit des patients qui ont un peu ce genre de mentalité, le défi, c'est d'expliquer à la personne qu'on est là pour l'aider, qu'on est là pour la traiter, que ça peut l'aider à améliorer son fonctionnement. OK. Par exemple, on peut avoir des patients qui ont fait des psychoses puis qui ne veulent pas prendre de médicaments. Mais quand on sait qu'exemple, le taux de rechute est à comme 80% sans médicaments dans la première année, on se dit que bon, on doit essayer d'expliquer ça d'une manière qu'ils puissent le saisir parce qu'on connaît un peu les conséquences qui peuvent venir de ça, des longues hospitalisations. Certaines personnes qui sont par exemple bipolaires pourraient faire un épisode de manie, dépenser beaucoup d'argent, des centaines de milliers de dollars par exemple. Et quand nous on comprend ces conséquences-là, on doit juste pouvoir l'emmener d'une manière que la personne va pouvoir le saisir pour qu'on puisse mieux l'accompagner à recevoir ses soins. Okay. Donc c'est un peu ça le défi, je pense. OK, c'est bon. Et justement, tu parlais que souvent dans la santé mentale, justement, les personnes ne savent pas quel problème qu'ils ont. Mais les patients que tu as, est-ce que c'est quelqu'un qui les réfère? Est-ce que c'est comme la famille qui disent « Oh, je pense qu'il y a un problème avec telle personne » ou c'est eux-mêmes de leur propre gré qui viennent et qui disent « Je pense que j'ai un problème, mais je sais pas trop quoi. » Un peu comment ça se passe? Mais c'est ça l'enjeu, c'est que pour venir voir un psychiatre de ton plein gré,
Il faut être conscient qu'il y a quelque chose. Okay. Donc, il y a certains patients qui viennent de leur plein gré, qui savent qu'ils ont quelque chose. Mhm. Il y a d'autres patients qui viennent accompagner, par exemple, de la police parce qu'ils représentent, par exemple, un danger pour eux-mêmes ou pour quelqu'un d'autre imminent. Ouais. Donc là, la police va les emmener. Il y a d'autres personnes que c'est les proches qui remarquent qu'il y a quelque chose, qui sont emmenés par leurs proches. Mais qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est quand même, à cause que la santé mentale est quand même assez taboue dans nos communautés, les Noirs consultent moins souvent de leur propre chef, de leur propre gré, comparativement aux personnes, exemple, québécoises, par exemple, pour lesquelles la santé mentale est un peu plus quelque chose de parler, quelque chose d'un peu plus accepté. Donc, je pense qu'à travers différentes conférences qu'on est en train de faire ou à travers différentes initiatives, on essaie que ce soit un peu moins tabou dans nos communautés pour que nous aussi, on prenne l'habitude de pouvoir consulter pour pouvoir rechercher l'aide qu'on a besoin. Mais il y a différentes façons qu'on peut avoir de l'aide au niveau de la santé mentale, en fait. OK. Oh, merci beaucoup. J'aimerais finir cette entrevue-là en te donnant quelques quick hitters. Alors, juste te donner quelques questions et tu me réponds comme tu penses. Top 3 des séries que tu as déjà vues, ever. Wow, OK. Série. Casa de Papel, j'ai bien aimé. C'était solide. Très solide. Top 3 des séries. C'est chaud, hein? Chiche, ça, c'est ma femme qui écoute beaucoup de séries. Toi, t'es plus film? Hey, même film. Même film, c'est chaud. Même film. Hey, moi, j'ai bien aimé aussi série. Attends. Power? Hey, Power. J'ai bien aimé Power. J'ai bien aimé aussi Squid Game. Moi, je suis plus dans les séries que tout le monde va parler. Ça, je vais écouter. Ouais, tu vas écouter. Et j'ai plus énormément de temps pour écouter toutes les micro-séries que je sais que c'est juste moi qui va écouter. Tu vois. Moi, j'écoute quand on me dit ça, c'est un banger. Moi, je suis là. Tune in. Voilà. OK. Si tu aurais un endroit partout dans le monde où tu pourrais voyager, genre demain, n'importe quelle destination, t'irais où? Ah, moi, j'irais aux Maldives. Moi, j'irais aux Maldives. Voir l'eau turquoise. Voilà. Yeah. Mais des fois, j'ai entendu... Pour vrai, ça a l'air fou, mais une fois, j'ai vu une vidéo sur TikTok, ça disait genre, après une semaine, après quelques jours, genre, tu te tannes parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je sais pas si c'est vrai, tu vois, des fois, les gens sur TikTok, ils disent ce qu'ils ont à dire. Je pense que c'est un voyage que tu dois faire une fois dans ta vie. Au moins, en tout cas, if you can. Parce que ça coûte... Moi, je voulais aller là-bas en lune de miel. J'ai vu un peu les prix. J'ai dit, bon... Peut-être un jour, peut-être pas maintenant. Mais je pense, if you can, ça a l'air d'être une destination vraiment paradisiaque, for real. OK, ma dernière question pour mon Quick Hitters, ça serait si tu aurais le don d'être un super grand chanteur ou avoir le don d'être un grand danseur, c'est quoi que tu préférais? Ouais, ce serait d'être un grand danseur. Moi, déjà, j'aime bien danser. J'adore la danse. Si je pourrais encore développer ça encore plus. Là, en ce moment, c'est plus un passe-temps. Je n'ai pas le temps de me développer comme je le faisais avant. Mais si je pourrais développer ça encore plus, devenir comme un Kida the Great, j'aimerais bien. Non, j'ai vu quelques archives. Ce gars-là, Med Game, c'est ça, les jeux de la médecine? Ouais. Ah, j'ai vu Driss bien chauffer la salle, là. Non, j'étais fort. Là, je suis retraité déjà. Mais bon, en tout cas, une fois de temps en temps, on ressort les moves. Mais ce serait plus ça. Ben, j'aimerais vraiment te remercier d'avoir pris ce temps justement pour qu'on puisse partager et qu'on puisse parler. J'ai vraiment aimé tout ce qu'on a pu amener aussi à l'audience. Je pense que c'est quelque chose que quand les gens vont écouter, ils vont vraiment être gratifiés dans différents aussi domaines et aspects de la vie. Et j'aimerais aussi que quand même tu shout out yourself. Si les gens un peu veulent savoir un peu plus de toi, c'est où qu'ils peuvent reach out ou voir un peu ce que tu fais comme, je sais pas, tes réseaux sociaux ou quoi que ce soit où tu es actif, si tu veux dire. Moi, honnêtement, comme je disais, moi, je suis actif sur Instagram. Je peux même pas te citer mon Instagram par mot. Faudra peut-être me taguer ou me mettre dans la description. Là. Mon nom est un peu, je l'ai écrit un peu bizarre pour pas qu'on me trouve trop facilement. Là. Mais bon. Ouais, moi, je suis actif sur Insta. Puis sinon, c'est ça. Moi, qu'est-ce qui arrive pour de vrai, c'est... Cette année, c'est beaucoup de conférences, d'autres conférences. J'ai envie d'expandre ça. Honnêtement, j'ai des projets qui me viennent en tête là, mais je pense que c'est encore en train de se matérialiser. Donc, je vais garder encore un peu de surprise. C'est parfait. Mais beaucoup de belles choses pour cette année. C'est parfait. Alors, cet épisode de Brains Need Fuel va être available sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming. Alors, make sure que vous êtes subscribe sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming et followez-nous sur Instagram. Merci.